Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 7 532 847 cartes nationales d'identité ont été émises par l'Office national de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire depuis 2019. Ces cartes ont été établies donc sur la base de l'extrait date de naissance du demandeur, l'une des cartes d'identité de l'un des parents et le certificat de nationalité authentifié par les services de l'ONESI. Ce soir, il s'agira pour nous de comprendre le processus d'établissement de la carte nationale d'identité et comment la structure en charge arrive à contrer les fraudeurs. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le grand talk démarre maintenant. Et vous le savez, tous les soirs, nous prenons beaucoup de plaisir à parler des sujets importants qui concernent la vie de la nation. Et ce soir, M. Ago Christian Kodia nous rejoint. Il est le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification. Bonsoir, merci d'être là, directeur Bonsoir, général. madame, merci beaucoup. Herman Aboua. Bonsoir, Christelle. Pascal, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Élisée Borloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle et bonsoir chez vous. Monsieur le directeur général, présentez-nous pour commencer évidemment votre office, l'office que vous dirigez, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Merci encore de m'offrir l'opportunité d'être aujourd'hui sur votre plateau. C'est notre plaisir. Et vraiment, l'Office national de l'état civil et de l'identification est une agence d'exécution. Mais il faut dire qu'avant d'être cette agence d'exécution, c'était un EPN, donc qui est né de plusieurs structures qui avaient en charge l'identification. Et la dernière en date, c'était l'ONI, l'Office national de l'identification, tout simplement. C'est ça. Et qui était un EPN dont la mission principale, c'est vraiment de produire les titres d'identité. Et à cela, maintenant, le gouvernement a décidé d'aller beaucoup plus loin en lui adjoignant l'état civil, parce que l'état civil, c'est la mère de l'identification. Donc, en tant qu'agence d'exécution, il y a eu une transformation d'EPN en agence d'exécution pour lui donner beaucoup plus de flexibilité. Pour ceux qui nous suivent, juste rappeler ce que c'est que l'EPN. EPN, établissement public national. Tout à fait, voilà. Justement. Et donc, on lui a donné le caractère d'agence d'exécution pour lui permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité, mais surtout d'atteindre un niveau de service public quasiment au même standard que le privé. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et notre mission principale, c'est de faire tout ce qui est fiabilisation de l'identité, prendre les empreintes biométriques. Donc au passage, je dirais que l'ONESI est en fait la seule structure habilitée en Côte d'Ivoire à détenir et à protéger la biométrie des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Très bien, carte d'identité que vous faites en 4 jours aujourd'hui. Exactement. Maintenant, la production, c'est 4 jours. 4 jours. Et maintenant, gérer le flux migratoire, parce que ce sont les hommes identifiés qui se déplacent d'une frontière à une autre. Et ensuite, maintenant, moderniser l'état civil. Et puis, enfin, faire l'interopérabilité de cette base de données, faire en sorte que tous les services qui ont besoin, dans la limite et la proportion des droits qu'ils ont acquis, puissent avoir l'information nécessaire pour pouvoir sécuriser, authentifier l'identité des personnes et surtout permettre à l'administration d'être beaucoup plus proche des citoyens. Très bien. Herman, une question? Monsieur le directeur général, de toute façon, on constate que depuis 2019, les plaintes contre l'ONESI ont assez diminué. Ça, c'est bien, c'est c'est au nom de votre travail, à votre visite. Maintenant, moi, ma question, il y en a deux petites questions rapidement. La question du coût, vous savez bien qu'il y a, au niveau par exemple, des élections, le document principal, c'est la CEI qui permet, la carte nationale d'identité qui permet d'avoir la carte d'électeur et autres. Et pour avoir la CEI pour les nouveaux magistrats, c'est vraiment un challenge. Vous savez un peu, on veut tenir compte du coût de la vie et autres, les différents problèmes. Il y a quand même l'opposition qui soulève la question de la gratuité. Par le passé, pour régler cette question, pour en permettre aux Ivoiriens de pouvoir avoir leur saison pour aller voter, on a rendu la carte nationale d'identité là gratuite. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à cette gratuité-là, puisque ça peut régler un problème? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est l'information sur l'affiliation. Aujourd'hui, les gens estiment que la CNI, c'est vrai, avec tout le système de sécurité qu'il y a là-dessus, physiquement, au niveau, je ne parle pas dans l'arrière, je ne parle pas dans le SIM, mais au niveau de la carte même, il n'y a aucune information sur l'affiliation qui est visible. Est-ce que ces deux préoccupations-là, vous avez des réponses? Il va répondre aux questions. Allez-y, la première. D'accord. Est-ce qu'on peut la rendre gratuite? Bien, vous savez, je peux dire, pour avoir fait des études d'économie, que
il n'y a rien de gratuit. Hein. Quand on vous dit que la carte est gratuite, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui paye pour. Et donc, ce sont les mécanismes pour que la carte arrive le plus facilement vers la population qu'on peut parler de gratuité. Mais sinon, en termes de gratuité, il n'y en a pas. Mais cette carte, aujourd'hui, je dois dire qu'elle est subventionnée par l'État. C'est vrai, on le dit très peu. Mais le coût de la carte, de tout le processus, c'est de 5 000 francs. Et 5 000 francs, vous avez pour 10 ans. Mais toute la technologie qui est embarquée sur cette carte coûte beaucoup plus cher que ces 5 000 francs. Mais l'État a concédé de pouvoir donner un système RMPP, parce qu'on voit la carte d'identité, mais aujourd'hui, le système n'est pas que la carte d'identité. On a l'état civil qui est financé par tout ce système. Donc, ça part de l'estat de naissance, comment faire pour que, depuis la maternité, on puisse avoir les déclarations automatiques. Donc, c'est tout cet ensemble, le RMPP, qui permet simplement de sortir une carte et qui coûte plus que 5 000, mais l'État subventionne. Le registre national des personnes physiques. Et le RMPP, c'est le registre national des personnes physiques. Et donc, le but de l'État, c'est de faire asseoir d'abord, au lieu de voir la carte n'est qu'un produit qui est issu d'une fiabilisation processus. Donc, on parle plutôt de la fiabilisation de l'identification en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est un gros projet. C'est vraiment de gros investissements qui sont faits par l'État et demander une contribution aux citoyens pour pouvoir avoir la carte à 5 000 pour 10 ans et aussi fiable que la carte est. Et avec l'interopérabilité, les services que cela permet de faire, je pense que c'est vrai que quand on regarde parfois les situations économiques, on peut se poser la question. Est-ce que c'est un point que vous avez déjà entendu des populations demandant donc sa gratuité? Oui, c'est vrai, on l'a déjà entendu plusieurs fois, mais à côté de ça, nous, on met plutôt le gain et puis la sécurité qu'on offre derrière et puis surtout la fiabilité de ce document qui va sur 10 ans. Vous savez que c'est une carte aujourd'hui qui ne demande même pas à être plastifiée, qui comporte beaucoup d'éléments technologiques et qui rend beaucoup plus de services que les cartes par le passé. Le deuxième point d'Armand, c'était sur la filiation, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui sur la carte. Oui, physiquement. Oui, on ne le retrouve pas physiquement. Je crois qu'on a eu beaucoup de temps d'en parler, mais vous m'offrez encore l'occasion. Mais cette fois-ci, je vais plutôt donner un exemple beaucoup plus concret. Avec l'ancienne carte, vous avez votre filiation, vous avez le nom de vos parents, vous avez tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, l'identité a évolué. On prend votre empreinte, votre biométrie, on la rend unique à partir d'un fichier. Et donc, déjà, dans le fichier, vous avez déjà toutes les informations qui vous concernent. Mais c'est à dessein que l'État a voulu protéger l'identité des Ivoiriens en n'affichant pas cette filiation. Quel est-il? Je vous dis pourquoi. Lorsque beaucoup d'entre nous doivent faire des démarches, ils trouvent que bon, c'est un peu compliqué, on donne la carte à quelqu'un devant un bureau, je vais vous obtenir le document rapidement, ou bien on va quelque part, on photocopie la carte. Dès l'instant où quelqu'un a photocopié cette carte, il a visiblement toutes les informations réelles qui vous concernent. Et donc, nous retrouvons des gens qui ont pris une carte avec les informations, ils savent que votre père est né dans tel village, à telle date, et tout ça. Ouais. Il devient votre frère parce qu'il a l'information juste et correcte. Donc, il se fait établir par des procédés. Donc, on facilite alors, plus on donne des informations, on facilite alors la fraude. Et donc, le fait de garder ces informations que l'État détient et que vous aussi vous détenez, on vous protège. Très bien, on comprend. Voilà. Très bien. Pascal. Oui, monsieur le directeur général, c'est bien compris ce point-là, mais j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit à partir de la maternité maintenant, on a la possibilité de commencer à mettre en place les éléments de son identification, si c'est bien ce que vous avez dit. Alors je vois que l'image là à l'antenne, dès l'âge de 5 ans maintenant, on peut se faire établir une CNI. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et pourquoi pas dès la naissance? C'est ma première question. La seconde question, elle est liée à un fait qu'on a abordé ici quand on a reçu, quand on a évoqué la CEI. Ce qu'on disait de la CEI, c'est que l'assiette des électeurs est trop petite comparativement à la population ivoirienne. Et j'aimerais faire un parallèle avec l'ONESI. Le nombre de personnes qui constituent les 30 millions d'Ivoiriens qui grossissent tous les jours, et puis le challenge de l'enregistrement en temps réel, ou en tout cas entre 0 et 5 ans pour ce qui est justement de cette nouvelle mesure. Est-ce que vous estimez qu'en termes de couverture, soit par votre présence sur le territoire national, soit par les actes qui permettent de venir se faire établir ou de se faire identifier, est-ce que vous estimez que le ratio est bon relativement ou comparativement au nombre d'habitants que compte la Côte d'Ivoire?
Sinon, comment vous comptez couvrir au maximum ces objectifs-là? Alors, la première question, vous l'avez, hein, c'est pourquoi la CNI, la carte nationale d'identité, à l'âge de 5 ans? Pourquoi pas à 0? Voilà, Pourquoi par pas à exemple, zéro? pourquoi pas la naissance? Finalement. D'accord. Et donc, comme je parlais tout à l'heure du registre national des personnes physiques, Oui. justement, ce registre national des personnes physiques, il est caractérisé par un élément primordial qui est le numéro national d'identification, qui est le NNI. Et le NNI, il est attaché à toute personne, quelle que soit votre nationalité, dès l'instant où un fait d'état civil, naturellement une naissance, survient en Côte d'Ivoire. Alors, avec le nouveau dispositif de l'état civil, on enregistre cette naissance, c'est la déclaration qui est faite depuis la maternité, et l'officier d'état civil, à travers les systèmes que met en place l'ONESI, aujourd'hui nous couvrons pratiquement 300 centres d'état civil, nous sommes à la moitié, nous sommes en train d'aller beaucoup plus vite. Il vous attribue automatiquement un numéro national d'identification qui est le NNI. Et ce NNI va contenir toutes les informations que vous avez. Maintenant, donc, quand vous grandissez, on a décidé, et toutes les études ont montré que c'est à partir de 5 ans véritablement que votre biométrie ne varie pas. Ah, d'accord. Et donc, si on prend beaucoup plus tôt, Oui. on court un grand pourcentage de risque que quand vous allez vous représenter peut-être dans 10 ans, Votre biométrie va changer. Donc, Alors pour expliquer aux téléspectateurs, la biométrie, c'est l'empreinte digitale, Voilà, c'est l'iris, c'est la morphologie de votre visage. Très bien. Et donc, à partir de 5 ans, les systèmes, les algorithmes permettent de calculer rapidement l'accroissement et tout ça et de montrer que ce visage A à N qu'on a pris à 5 ans et pour la carte, c'est 10 ans. Ça. Et donc, on vous revoit à 15 ans. À 15 ans. Les similitudes sont encore les mêmes et le visage, le taux de calcul pour montrer que vous êtes la même personne est plus fort en ce moment-là. Et l'empreinte, à partir de 5 ans, ne varie quasiment plus. Donc, on a décidé de prendre cette limite où les informations biométriques sont fixées parce que maintenant, l'identité en Côte d'Ivoire est basée sur la biométrie. Très bien. Alors, monsieur le directeur général, excusez-moi, est-ce que cette information est assez vulgarisée auprès des populations? Pas encore suffisamment, parce que je pense que, comme elle disait, est-ce que nous sommes partout, est-ce qu'on couvre un peu tout le pays? Moi, je suis conscient que nous avons encore des efforts à faire. Et donc, les efforts que nous faisons en termes de vulgarisation, par exemple, c'est l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui. C'est pas un souci de budget aussi, non, pas du tout, parce que c'est un grand projet que vous avez. C'est un grand projet, comme tout grand projet, surtout l'état civil, ça coûte cher. Et il y a des systèmes, les nouveaux systèmes, les mécanismes digitaux qui sont mis en place, ça coûte cher, mais l'État fait sa part et on est accompagné par quelques partenaires. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le challenge principal. Donc le challenge principal, c'est plutôt la sensibilisation pour que les gens comprennent bien le bien fondé et qu'on y arrive. La seconde question, le gap justement à combler aujourd'hui, c'est lequel? C'était ça ma deuxième en fait, préoccupation. en termes de gap à combler, parce que si on prend la population ivoirienne dans son entièreté, et on veut parler du fichier électoral, on parle de deux choses différentes. C'est ça. L'ONESI a pour mission d'identifier toute personne vivant en Côte d'Ivoire ou de passage sur le territoire ivoirien. Ça veut dire que même depuis l'aéroport, lorsque vous arrivez, nous avons l'obligation de vous attribuer un numéro national d'identification pour que quand vous revenez plus tard, on sait que vous êtes déjà revenu autant de fois. C'est ce qu'on appelle la gestion du flux migratoire. Très bien. Maintenant, la décision de s'inscrire sur une liste électorale, elle appartient aux citoyens. Maintenant, nous, ce que nous faisons, ce sont les documents avec lesquels il peut aller se présenter sur la liste électorale pour que soit on puisse reconnaître qu'il a le droit. C'est sur ça que nous travaillons. C'est pourquoi nous incitons les gens à venir faire leur carte nationale d'identité pour pouvoir avoir beaucoup plus d'accès. Mais donc, on ne peut pas tout de suite faire un parallèle entre les deux parce que c'est deux processus totalement différents. Mais l'un sert à l'autre, en tout cas. Effectivement. Élisée Boloubeu. OK. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Ma première question elle est relative au maillage du territoire. Aujourd'hui, les services de l'ONESI sont-ils représentés partout sur l'ensemble du territoire? Nous savons que le challenge ici reste les zones rurales. Je veux dire en ville, en département, c'est beaucoup plus facile, mais en zone rurale aujourd'hui, quelle est la représentativité de l'ONESI? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vous avez lancé il y a quelque temps de cela ce que vous avez appelé les terminaux de vérification d'identité. Et vous en avez lancé à l'époque 50 000. Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir quel est l'état des lieux de ces terminaux-là? Et puis, est-ce que cela a été étendu à l'ensemble des institutions, notamment des institutions de finances? Parce que là-bas aussi, les citoyens souffrent énormément du fait des contrôles d'identité qui parfois prennent suffisamment de temps et nous perdent tout le temps au guichet. Bien, en tout cas, en termes de représentativité, je pense que pour l'enrôlement, nous couvrons tout le territoire. Et nous avions à l'époque plus de 758 centres dans tout le territoire.
nous sommes revenus au niveau départemental et sous-préfectoral, tout simplement parce que quand vous laissez un agent et qu'il ne reçoit que 2 personnes ou 3 personnes, ce n'est pas vraiment productif. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avons 10 délégations régionales qui couvrent le pays. Et ensuite, dans tous les départements, nous avons nos bureaux. Mais nous avons plutôt changé de stratégie. Okay. Avec l'appui de ce qu'on appelle les comités locaux d'identification qui sont présidés par les sous-préfets. Donc il y a un arrêté. Nous faisons en sorte qu'eux, ils nous aident dans la sensibilisation. Et puis, lorsque on a peut-être un nombre, on sait qu'aujourd'hui, c'est jour de marché, ou bien demain, il y a une grande réunion dans le village, ou c'est le jour où on ne va pas au champ, on sensibilise les gens, on prépare les pièces, et nos équipes sont beaucoup plus mobiles. Et là, encore même, le gouvernement vient de nous donner un appui qui va nous permettre d'avoir encore beaucoup plus de véhicules de terrain pour permettre à nos équipes d'aller jusque là. Mais si on arrive et que les gens sont partis à leurs occupations, c'est peine perdue. Donc, c'est avec les comités locaux d'identification où il y a les guides religieux, les chefs de communauté, les représentants d'associations. Donc, on les incite à... Et aussi, vraiment, avec les leaders communautaires. Voilà, qu'ils se mettent ensemble, ils nous invitent entre griffes, mais nous sommes beaucoup plus proches d'eux. Les équipes, on a 10 délégations c'est un processus qui vont partir. Qui marche et on a beaucoup d'opérations qui sont faites. Il y a plusieurs personnes qui nous contactent parce que dans mon village, c'est peut-être la fête de Pâques, on veut que vous venez, ou aujourd'hui, il y a telle activité, on veut que vous venez, mais on souhaiterait que cela soit beaucoup plus renforcé pour qu'on puisse vraiment rapidement prendre tout le monde. La question relative aux terminaux de vérification d'identité, vous en avez lancé 50 000 il y a quelques temps, où nous en sommes aujourd'hui avec l'état des lieux? Les TVI existent, ceux dont vous parlez, c'était les terminaux de première génération, on en a acquis de deuxième génération. Ils servaient à quoi? Faut rappeler toujours, en fait, lorsque un terminal de vérification d'identité, lorsque nous émettons une carte, vous savez qu'aujourd'hui, avec l'ancienne carte, peut-être la nouvelle carte aujourd'hui, sa falsification est beaucoup plus difficile. Mais nous sommes conscients que les gens continuent. Voilà l'ancienne carte d'identité. Et ça, dans une imprimante, même pas 3D, vous la mettez, vous prenez un plastique, vous mettez, vous pouvez essayer de reproduire la même chose. Cela présenté à quelqu'un, il ne peut pas tout de suite identifier quelle est la vraie ou la fausse. C'est ainsi que nous avons mis en place maintenant un terminal qui permet de lire la puce qui est dans la nouvelle carte. À l'effet de vérifier, justement. Et ce terminal permet, lorsqu'il a lu l'information qui est détenue dans la puce, de vous-même prendre votre photo ou de prendre votre empreinte et de comparer l'information que l'ONESI a mis dans la puce et l'information biométrique de la personne qui est en face. Et lorsque les deux correspondent, alors on donne une certitude que la pièce est vraiment la bonne et que vous avez affaire aussi à la bonne personne, les deux en même temps. Donc voilà l'objectif de ces terminaux. Nous avons rencontré toutes les administrations publiques pour leur dire que ces terminaux sont à leur disposition. Bon, très peu sont venus, mais ces administrations qui sont venues, on leur a donné les terminaux. Aujourd'hui, le guichet unique, je les félicite parce qu'ils sont venus, on leur a donné. Ils l'utilisent. Lorsque vous arrivez au guichet unique du foncier, vous avez ces terminaux pour vérifier les cartes. Et nous sommes passés maintenant à une deuxième génération de terminaux qui, eux, sont directement en lien avec notre base de données, mais de façon permanente. Parce que les autres, c'est hors ligne. Et maintenant, on a des terminaux. Donc, on incite tout le monde à venir, l'administration publique à venir. On a des solutions. Ces terminaux sont situés où précisément? En Abidjan, sur le temps du territoire national? Non, ce sont des terminaux qui sont mobiles. C'est comme juste un petit système. Un lecteur de cartes, voilà, qui est portable. Et donc, nous en avons encore. Donc, s'ils viennent, en fonction de l'entité et des missions de cette entité, nous leur donnons. Parce qu'on ne va pas donner à tout le monde, parce que ce sont des terminaux qui peuvent permettre d'avoir accès à des informations confidentielles. Oui, mais sinon, nous en avons suffisamment. Et même les administrations privées aussi peuvent venir en fonction de leurs besoins et du niveau d'autorisation que l'RTCI leur a donné. Nous pouvons leur permettre d'avoir accès à ces terminaux. Daouda Coulibaly, il y a une question pour vous. Il y a même deux. Allez-y, Daouda. Merci. La première question, c'est qu'avec l'explication que vous venez de donner sur les TVI, j'ai l'impression que le système est en panne. Pourquoi est-ce que je dis cela? Le système est en panne dans la mesure où l'administration publique elle-même ne l'utilise pas. Pour certains, pour certains concours de l'administration publique, on demande encore les extraits de naissance, on demande encore les certificats de nationalité. Qu'est-ce qui nous oblige en 3 mois, parce qu'on demande un extrait de naissance de moins de 3 mois. Voilà. Et pourtant, je pense que M. Koudia, vous avez travaillé fortement pour la fabrication de cette carte d'identité où tout est inscrit dans sur la puce numérique. Qu'est-ce qui ne marche pas entre vous, secteur de l'administration publique de Côte d'Ivoire? Première question. Seconde? La seconde question, je reste dans la même gamme avec les collectivités au niveau local.
Herman, qui est polygame, au passage, c'est juste une boutade, est marié à Abidjan. Pourtant, en principe, ce n'est pas question de pédagogie. Le même Herman peut se retrouver à Goïtafla ou à Kpobouin chez Élysée pour aller encore se remarier avec l'état civil. Pourtant, si le système allait bien, l'état civil au niveau de Kpobouin allait savoir que Herman est marié à Abidjan. Voilà. Qu'est-ce qui ne marche pas? Bien. Pourquoi vos amis n'arrivent pas à prendre vos fameux TVI? Monsieur le directeur général va répondre à la question. Voilà. Allez-y. D'accord. Aux questions, pardon. Et puis, donc, je pense que la première, je vais dire, qu'est-ce qui est en train de marcher? D'accord, on va aller sous votre forme. Qu'est-ce qui est en train de marcher? Parce que justement, ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Et c'est pourquoi l'ONESI est là. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que nous contribuons à la lutte contre la fraude documentaire à la sécurisation. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, lorsque quelqu'un a un document et qu'il veut, et on lui demande dans un concours d'apporter le document, vous lui offrez la possibilité de modifier ce document. Alors que, pourquoi? C'est l'État qui détient ce document. Donc, justement, comme l'État détient le document, vous me demandez de vous apporter mon diplôme. C'est ça. Et on dit qu'il faut que j'ai peut-être le bac et que le bac doit dater de peut-être de moins de 5 ans. Moi, j'ai le bac qui date de 8 ans, de 10 ans. Mais je veux rentrer dans cette école où je veux avoir ce concours. Je m'en vais dans une fabrique, je le modifie, je vous le donne parce que vous m'avez demandé de vous apporter l'information. C'est en cela que l'État a dit, bon, on va maintenant faire un registre national des personnes physiques qui n'est pas simplement la prise d'empreinte, mais qui est la mise ensemble de tout l'écosystème qui concerne une personne et fait en sorte que maintenant, l'administration, de plus en plus, ne va plus vous demander, c'est pourquoi je dis c'est en train de marcher, ne va plus vous demander. Mais comme je vous ai dit, c'est un processus qui est en train de se mettre en place depuis 2019. Mais on est en 2024 quand même, c'est un peu lent. Oui, en fait, il y a des systèmes qu'il faut changer. Je suis d'accord que c'est un processus. Vous voyez, je prends l'exemple des banques, par exemple, que nous avons approché, qui dit « Ah oui, mais j'ai déjà investi des milliards dans mon système informatique. Si demain, je dois tout balayer et puis remettre quelque chose de nouveau, il y a un problème. » Donc, je suis d'accord avec vous, mais c'est en train de se faire de plus en plus, parce qu'on a quand même quelques services qui viennent là, la Direction générale des impôts, on a beaucoup de services qui viennent parce qu'il fallait aussi, surtout, montrer qu'on a un système robuste. Il ne faut pas se précipiter, et fiable. Il ne faut pas se précipiter pour mettre quelque chose qui va être bancal demain. Donc aujourd'hui, on a atteint cette robustesse-là et de plus en plus, ça va se faire. Ça va se faire, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas certains secteurs de l'administration publique qui, disons-le clairement, ne voilons pas les mots, quand on regarde la mairie, chaque fois qu'on fait l'extrait, les thèmes, ça se paye? Est-ce que ce n'est pas parce que ça engrange de l'argent dans ce secteur-là que finalement, on ne veut pas aller au système? On ne veut pas aller au nouveau système. Même le certificat de nationalité, c'est de l'argent. Non, mais je vous dis tout de suite que le ministre de la Justice, par exemple, nous a demandé de digitaliser les certificats de nationalité. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la même somme que vous envoyez parfois en allant faire le rang dans une agence pour faire ce qu'on appelait avant le mandat, vous envoyez la même somme, vous payez les mêmes frais, mais sans vous déplacer de votre salon. Vous faites étoile dièse quelque chose, voilà, et puis vous envoyez les mêmes sommes et vous payez toujours les mêmes frais. En fait, on facilite la tâche, mais on ne touche même pas à l'aspect financier. C'est-à-dire, si vous devez payer un timbre, vous allez toujours payer le timbre. Mais au contraire, on va digitaliser, mais ça va apporter une sécurité supplémentaire. On va revenir, mais en fait, je n'ai pas compris. Mais non, il faut bien parce que je n'ai pas compris, honnêtement. Il va expliquer. Parce que ce que j'essaie d'expliquer, en fait, c'est que le problème n'est pas à votre niveau. Non. Le problème n'est pas du tout à votre niveau. Je regarde, par exemple, la mairie de Kpobouin. J'aime bien la mairie de chez eux. Quand il n'y a pas encore de mairie à Kpobouin. C'est pas grave. Voilà, la mairie de Kpobouin qui, quand ils vont établir l'extrait de naissance ou le certificat de nationalité, de l'argent rentre dans leur caisse. Or, avec la carte d'identité... L'argent va aller directement au régime. Le système NNI dont vous parlez, puisque quand j'ai peut-être établi ma carte nationale d'identité, j'ai payé déjà pour tout ça. Donc, j'estime que l'Ivoirien n'a plus besoin de payer à chaque fois pour l'obtention d'un extrait de naissance, l'obtention d'un certificat de nationalité, puisque la carte, la puce biométrique que vous avez sont déjà enregistrées. C'est ça qu'en fait, je n'arrive pas à comprendre. Justement, donc je vous disais tantôt que sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec toi, avec vous, pardon. Non, il n'y a pas de problème pour me citoyen. C'est exactement la mission qu'on nous a confiée, pour qu'à terme, non seulement le citoyen se déplace moins, donc il économise de l'argent, il n'a plus besoin de quitter Boaké pour venir faire son... pour aller à Kpobouin. Et donc, il peut avoir son document rapidement. Donc, il économise parce que
Vous imaginez, vous vous déplacez pour aller prendre un extrait de date de naissance, 2 copies, ça fait 1 000 francs, mais vous payez le transport à 10 000 francs. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Il n'aura plus besoin de se déplacer parce que le système sera bien. Mais ce que vous dites est tout à fait juste parce qu'à la fin du compte, la même somme, l'État qui doit vous demander ce papier ne vous le demandera plus, va juste vous demander quel est votre NNI. Et donc, dès que vous donnez votre NNI, on vous le donne. Mais regardez comment le système est en train de se mettre en place. C'est une série d'éléments qui doivent être conjugués ensemble pour que ça fonctionne. Il faut la connectivité, il faut envoyer des ordinateurs à la mairie de Pongouin, il faut que les gens soient formés, il faut que donc... Mais aujourd'hui, dans les grandes villes, les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez vu à Bassam, par exemple, on est en train de complètement tout digitaliser. Donc, ça se met en place. C'est un processus. C'est un processus. On espère qu'on ne va pas attendre 2030 pour avoir... Quand même, non, qui heureusement évolue même un peu plus vite que nous l'avons pensé. Très bien. Alors, je voudrais juste dire que nos téléspectateurs sont invités justement à poser des questions. Le sujet est important. Donc, le téléphone est ouvert, le 98 070. N'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions ou préoccupations quant à la carte nationale d'identité, une affaire à tous. Herman, vous avez une question? J'ai même 2 questions. On s'est habitué à 2 questions. Allons-y avec une question pour que le maximum puisse parler. La première question, c'est concernant la gestion des anciennes CNI. Aujourd'hui, il y a quand même des retours qui se font sur les CNI qui ont été établis avant votre gestion, avant votre arrivée, et les gens ont du mal à avoir. Or, pourtant, ceux qui vont établir leur nouvelle CNI, en 10 jours, 15 jours, 30 jours, les gens réussissent à les avoir. Quel est le problème qui existe encore sur la distribution des anciennes cartes, des anciennes CNI avant votre arrivée? D'accord, c'est à 2 volets la question. Oui, maintenant, la deuxième question... cette seule question à 2 volets déjà. Bon, déjà, d'accord. Donc, déjà, le premier volet, c'est que la carte actuellement, aujourd'hui, pour la faire, avant, on a besoin de confirmer 2 informations. C'est-à-dire, la première information, c'est l'exactitude de votre extrait de date de naissance, donc de votre état civil, et ensuite l'exactitude de l'information de vos parents. Aujourd'hui, on est allé vite parce qu'on a pu fusionner toute cette base et on fait même encore des contrôles, ce qui nous permet d'avoir de savoir que, bon, vous pouvez pas être plus âgé que votre fils, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi nous refusons de faire certaines cartes. Voilà, bon, tout ça, c'est la fiabilisation du processus. Donc, on va beaucoup plus vite. Maintenant, ceux qui avaient fait au départ, beaucoup sont revenus faire la nouvelle carte. Mais leur ancienne demande ne va pas être traitée parce que vous n'êtes traité qu'une seule fois. Maintenant, ensuite, on a des plateformes où les gens peuvent venir pour que nous puissions prendre, parce que tant qu'on ne vous retrouve pas dans la base de données, on ne peut pas traiter la... Alors, on va faire une pause, Herman. Écoutons M. Doumbia. Bonsoir, M. Doumbia. Monsieur Doumbia, bonsoir. Est-ce qu'il est là? Bonsoir, madame. Oui, oui, on vous entend parfaitement. Merci de nous appeler. Nous vous écoutons. Bon, moi, j'ai un souci. Allez-y. Voilà. Bon, depuis que je suis petit, comme on le dit, au village, les vieux faisaient les extraits pour les enfants. Donc, depuis lors, moi, je n'ai plus retrouvé les traces. Là où on m'a dit, je suis parti là-bas, on me dit que les traces n'y est pas. Alors, bon, mon français n'est pas trop... C'est pas grave, on vous comprend. Mais une question, voilà. Monsieur Doumbia, est-ce qu'on peut être plus précis? Vous êtes né où? Excusez-moi. Voilà, je suis né à Bakendesso. Bakendesso, aidez-moi, c'est... Voilà. Dans la sous-préfecture de... C'est dans la sous-préfecture de... Biancouma. Biancouma, Bakendesso, d'accord, très bien. Bakendesso. 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 Bakendesso, très bien. Allons-y pour le point. Bon, je voulais, parce que j'ai fait la carte d'identité, mais j'ai retrouvé mes anciennes origines. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, la question, c'est déjà, est-ce que vous avez retrouvé l'ancienne carte? Parce que je ne sais pas si on a une coupure. Oui, j'ai l'ancienne carte. Très bien. Là, je viens de retrouver mes anciennes origines. Et donc, les éléments notés sur la carte ne sont pas justes en réalité? Ne sont pas, voilà, ne sont pas. Qu'est-ce que là, je peux faire? Monsieur le directeur général? Bien, c'est tout à fait normal parce que dès que vous avez l'ancienne carte, lorsque vous venez pour le renouvellement, on prend vos anciennes données et on vous renouvelle. Donc, c'est la raison pour laquelle le monsieur il a pu avoir sa carte d'identité parce qu'il avait déjà ces informations dans notre base de données. Mais dès l'instant où, au niveau de l'état civil, les informations ne sont plus dans un registre ou ne sont pas accessibles, justement, le gouvernement a prévu la loi spéciale. Donc, il y a une loi spéciale de rétablissement d'identité, de retranscription d'actes, c'est ce qui le concerne. Donc, il va tout simplement à la mairie ou à la sous-préfecture, il remplit une fiche de Biancouma, il remplit une fiche qui sera transmise à la justice, après une recherche infructueuse. Et donc, la justice va donner une réquisition qui va permettre à l'officier d'état civil de l'enregistrer
dans le registre et de lui établir son identité, un extrait, et puis avec son NNI justement qu'il a déjà. Vous avez donc pu percevoir la réponse de Monsieur le directeur général, n'est-ce pas? Je pense qu'il est parti. La date de naissance qui va sur l'extrait, va sur la carte d'identité que j'avais déjà. C'est au juge de décider en fonction des informations que vous allez lui donner. Mais quand c'est concordant, logiquement, comme vous avez déjà une identité, on va reproduire cette même identité sur le registre en fonction des informations que vous allez lui donner et dont il va juger que ces informations sont fiables ou pas. D'accord. Merci beaucoup. C'était là ma question. Oh, c'est notre plaisir. Merci infiniment. Herman, rapidement pour la seconde. En fait, c'était la question, il y avait une question que je voulais poser suite à celle de Pascal. La carte des moins de 5, pour ceux qui ont 5 ans, quelle est l'utilité? Parce que vous avez parlé de la nécessité de l'avoir, mais quelle est l'utilité pour l'enfant de 5 ans d'avoir une carte nationale d'identité? Non, je vais directement, est-ce que ça pourrait répondre à des besoins sécuritaires, par exemple? Entre autres, mais déjà, à partir de cette carte, déjà l'enfant a automatiquement, les parents ont automatiquement son NNI. Et le NNI, vous l'avez de la naissance à votre décès. Donc, du coup, une fois que vous l'avez, ces informations ne peuvent plus varier sans une modification de justice. Donc, voilà un cas que nous venons d'avoir tout à l'heure. Le monsieur, il a perdu ses documents. C'est ça. Et alors que si simplement il avait son NNI, à partir de son NNI, toutes les informations qui sont rattachées à ce NNI seront disponibles et conservées par l'ONESI, dont l'extrait de naissance. Donc, à chaque fois que vous donnez votre NNI, vous n'allez plus perdre les documents pour être dans une situation comme ce que nous avons. Et cela coûte combien pour les adultes? C'est 5 000 francs pour les enfants? C'est le même prix parce que c'est justement la carte qui est mise avec la technologie qui va avec. Oui. Pascal? Monsieur le directeur général, faire les cartes d'identité de tous les Ivoiriens, identifier tous les étrangers, même de passage, c'est un ensemble de données que vous gérez, que vous stockez. Comment ça se passe au niveau de la sécurité de ce stockage-là, c'est des datas, ou bien est-ce que vous, en fait, où est-ce que vous stockez ces données et est-ce que vous avez des enjeux au niveau de la fiabilité, de la sécurité de ces données-là? Ça, c'est la première question. La seconde, c'est sur cette carte même que vous émettez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments de sécurité de la carte? Vous savez, pour un individu lambda, comment on peut détecter que c'est une carte fiable? D'accord. Bon, sur la première partie, je pense que je vais répondre à moitié, pour des raisons justement de sécurité. Mais je peux rassurer les Ivoiriens que la base de données de leur identité est en Côte d'Ivoire, n'est pas même sur un cloud, n'est pas quelque part. Nous travaillons sur du physique en Côte d'Ivoire. Et nous avons un protocole de sécurité. Et nous avons le protocole de sécurité qui peut dire que déjà on a des redondances, des réplications. C'est-à-dire que la base de données est sauvegardée quelque part. Quelque part en Côte d'Ivoire. Et tout est en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas à s'inquiéter sur la sécurité de leurs données. Aucunement. Déjà, c'est important de savoir que ces données-là sont en Côte d'Ivoire. Et on ne travaille même pas sur le cloud. Et tout est, même nos équipements, nos terminaux qui sont couverts dans tout le pays, sont dans ce qu'on appelle des réseaux spéciaux, des canaux spéciaux, donc des VPN comme on dit, donc c'est sécurisé. Daouda, et ensuite Élisée. La carte. Oui, la carte, oui. Voilà. Et donc la sécurité de la carte, d'abord c'est une carte en polycarbonate, il y a des éléments de filigrane avec des couleurs dedans, mais il y a aussi ce petit chiffre que vous voyez en bas. Juste là, dans l'ovale en bas. Voilà, oui, tout à fait. Il y a la photo derrière, il y a ce petit chiffre qui est le code CAN qui permet de lire la carte, qui est le code d'accès à la SIM. Et il y a la carte qui a les NFC. Il y a beaucoup d'éléments de sécurité de cette carte, mais le fait qu'elle soit en polycarbonate et avec ce qu'on appelle une PKI, c'est-à-dire même les caractères d'écriture sont des caractères spécifiques à la Côte d'Ivoire. Donc on a autant d'éléments de sécurité, mais pour renforcer encore cette sécurité, on a mis des dispositifs de vérification à distance. C'est-à-dire que nous sommes même en train d'aller de telle sorte que cette carte d'identité, elle est maintenant dématérialisée, elle va être bientôt dans votre téléphone avec MyONESI Plus, avec d'autres systèmes. Et c'est déjà disponible, nous sommes en test, mais parce qu'on les a. Et donc, on va les vulgariser bientôt. Mais ensuite, lorsque vous arrivez devant quelqu'un, simplement, il suffit qu'il tape les éléments qu'on lui donne avec les accès qu'on lui a donnés, parce qu'on ne permet pas à tout le monde de prendre vos informations. Par exemple, si vous voulez aller acheter une boisson
qui ne peut être vendu qu'aux gens de 18 ans, on n'a besoin que de savoir votre âge, pas de connaître le nom de votre père, ni de votre mère, ni votre quartier, votre date, votre nom et prénom. Donc, ils ne pourront avoir accès qu'à l'information nécessaire et suffisante pour effectuer leur travail. Et Très donc, bien. ça fait qu'on peut tout de suite vérifier l'authenticité de la carte, même à distance avec les différents systèmes. Très rapidement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le on va contrôle, permettre aux téléspectateurs, on va permettre à l'appelant d'avoir la priorité, et puis nous, on est là. Très bien. On va aller avec M. Lebateau. M. Lebateau, bonsoir. Là, il est parti, c'est dommage. Merci de nous rappeler. Hein. Juste Allez-y. une question, c'est-à-dire que quand on est soumis à un contrôle de police, par exemple, je sais il arrive des moments où les jeunes montrent, ils photographient leur carte pour ne pas les perdre, justement, parce que quand on perd sa carte aussi, c'est un autre parcours. En tout cas, ça l'est moins avec vous. Donc, au lieu de montrer comme ça sa carte et que le policier peut dire je n'ai aucun moyen de vérifier, la police pourrait être dotée à terme de terminaux pour que nous puissions sur Mayonnaise, qui en test, montrer la carte et puis que la police ou les organismes de contrôle puissent donc les identifier. C'est ça que vous nous dites. C'est un projet? Non, c'est même pas, parce que si on parle de trop de projets, on dit, mais il dit beaucoup, non, ce sont des tests. Mais en fait, hein, on a les TVI. Les TVI sont là. On avait initialement prévu mettre ces TVI à la disposition des policiers. Mais regardez nos policiers qui sont tout le temps dans la rue, debout, en train de faire leur travail, avoir tous ces équipements en plus de ce qu'ils ont déjà pour leur sécurité. Qu'est-ce qui est prévu? Donc, nous sommes en train maintenant de digitaliser le système pour qu'à partir de leur smartphone, à partir seulement que des nouvelles radios qu'ils ont, tout soit embarqué simplement dans un, comme on dit en anglais, all-in-one, pour qu'il n'ait pas encore à avoir trop de terminaux. Et ils pourront tout simplement mettre votre carte et puis prendre votre empreinte et puis confirmer que c'est vraiment vous. Voilà, donc, et ça, ce sont des choses qui apparaissent un peu futuristes, mais qui, heureusement, sont en train d'être mises en place. Moi, c'est un challenge que j'ai avec le bientôt, c'est en train d'être, parce qu'on n'a pas d'agenda précis. Non, mais vous voyez déjà, hein, à l'écran, vous voyez déjà un exemplaire tout de suite. Vous voyez ce qu'on appelle Verif by Onessi, c'est téléchargeable par tous les Ivoiriens gratuitement. Et donc, un des dates de naissance qui comporte cet élément, on vous le présente. Ce n'est pas un QR code tout simple, c'est ce qu'on appelle un cachet électronique visible. Mais dans ce cachet-là, vous ne pouvez pas savoir où est la date, où est la photo, où est tout ce. Donc, mis sur un diplôme, mis sur une date de naissance, il suffit que tout Ivoirien prenne et puis le scanne avec, en téléchargeant bien sûr Vérif. Il va avoir le document original devant lui. Très bien. Voilà. Écoutons M. Fadiga Ibrahim qui nous appelle de Yopougon. M. Fadiga, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, allez-y pour votre question. Oh, ok. Je voudrais savoir une question adressée au DG. En fait, j'ai une connaissance qui a changé d'identité. En fait, il n'avait plus accès à son ancien trait de naissance. Et au regard de la loi dont le directeur a cité tout à l'heure, il a dû se faire établir un nouvel acte de naissance. Et par la suite, lorsqu'on a lancé l'opération d'établissement de la nouvelle pièce d'identité, il a fait une demande de pièce. Et à la date de retrait, il est parti, la demande n'est pas sortie. 2 fois de suite. Et le parti s'est rendu ensuite dans un point de Onessi pour faire une réclamation. Et c'est là qu'on lui a dit qu'il a 2 identités en fait. Parce que par le passé, il avait un autre nom et maintenant il a un deuxième nom. La raison pour laquelle sa pièce n'est pas sortie. Donc je souhaiterais demander au DG quelle est la conduite à tenir face à une telle situation. Merci beaucoup, M. Fadiga. DG. Bien, déjà, tout de suite, ça me donne l'opportunité de rassurer vraiment tout le monde. Tous ceux qui essaient de passer par des chemins tortueux, le système aujourd'hui nous permet de les attraper, de les Donc mettre là. Selon vous, nous sommes dans un cas de... non, nous ne sommes pas dans ce cas. Très bien, mais très bien. à partir de cet élément, certaines personnes essaient, même encore avec la complicité interne de certains de nos agents, de pouvoir tromper le système. Malheureusement, la biométrie est formidable, c'est quelque chose d'unique. Vous ne pouvez pas tromper tout le système jusqu'au bout. Donc là même encore, on a des enquêtes qui ont permis quand même de prendre, d'épingler des personnes qui avaient un âge et sont passées par des processus pour venir changer certains éléments pour se donner un âge, comme on dit, et avoir un document. La fiabilité, parce que l'ONESI se positionne aujourd'hui comme le tiers de confiance en matière d'identité. Et donc, nous voulons mériter et assumer ce rôle de tiers de confiance. Donc, le monsieur, il a bien dit qu'il y a 2 extraits. La chose est toute simple. La loi spéciale permet de régler tout ça. Et il faut que les gens comprennent que la loi spéciale ne permet qu'ils puissent retrouver leur vraie identité sans être poursuivis
et jouir de tous leurs avantages. Donc, dans le cas de ce monsieur, tout simplement, il va, puisque justement il est bloqué dans notre système, parce qu'on le retrouve en deux, et les informations civiles sont différentes. Le système ne pourra pas, et quand c'est comme ça, vous voyez que je suis souriant parce que je me dis, ouf, le système, ça marche. Mais qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Ce qu'il doit faire tout simplement, il part à la justice, il dit au juge, je suis dans un cas où j'ai usé d'une identité A et d'une identité B, et là, je veux rétablir mon identité. Alors, le juge va lui faire gratuitement une réquisition pour dire, monsieur, tant, on vous fait l'interdiction d'utiliser l'identité là qui n'est pas la bonne, et vous devez maintenant utiliser l'identité A, B, C, D. Quand il arrive avec cette réquisition dans nos services, nous lui produisons la carte qui va avec cette identité, mais il ne paie pas l'avantage des diplômes acquis ou des droits acquis, il ne paie pas cet avantage. Il n'y a aucune répression. Il ne risque rien. Il n'y a aucune répression. Je voulais rassurer tout le monde qu'il n'y a aucune répression. Vaut mieux prendre ce qui est légal que de prendre des chemins tortueux, parce que notre mission, c'est de donner une identité légale à chaque citoyen, ivoirien ou non, chacun dans le registre dans lequel il doit être situé. En tout cas, Monsieur Ago, Christian Kodia, bravo. L'exercice est réussi, en tout cas pour ma part. Bravo. Vous êtes le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification. Un mot aux Ivoiriens? Bien, si j'ai quelque chose peut-être à dire, c'est vraiment d'encourager tout le monde à venir s'inscrire dans le RMPP et de dire qu'aujourd'hui, nous faisons les efforts pour nous rapprocher des citoyens, mais aussi d'encourager les administrations à venir à l'ONESI parce que nous avons toute une panoplie d'activités et d'actions pour rassurer en tant que tiers de confiance que l'identité maintenant qu'on utilise pour accomplir des actes civils ou des actes financiers en Côte d'Ivoire, lutte contre le blanchiment et tout ça, sont des actes aujourd'hui qui de plus en plus vont être fiables et rassurer tout le monde que leur identité est en sécurité. Merci infiniment. Et notre plateau reste ouvert pour d'autres informations éventuelles, surtout sur le calendrier, les agendas que vous avez donc annoncés. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et merci d'être venu. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk reprend ses droits sur l'antenne de Live TV. Nous allons maintenant parler du taux de réussite au BEPC. Rappelez-vous, en 2022, nous avions 28,89%, en 2023 à 31,47% et en 2024, 40,18%. C'est vrai que le chiffre va s'accroissant, mais on n'a pas encore dépassé la base des 50%. Herman Aboua, quel commentaire cela pourrait appeler de vous? Non, moi je pense que déjà, sur 3 ans, on a gagné quand même une douzaine de points. C'est vrai, on a connu l'état dans lequel l'école en Côte d'Ivoire était. Aujourd'hui, on sent tout de suite les efforts de la sociologue. Moi, je pense que c'est ce côté-là qu'elle met dans son expérience pour pouvoir réussir. La ministre, professeure Marietou connaît. Donc, je veux dire que c'est un travail qu'elle est venue, elle a fait les états généraux de l'école en Côte d'Ivoire. Elle connaît aujourd'hui là les difficultés qu'il y a, elle les adresse. Et il faut remarquer, déjà, quand elle a commencé à partir de... en 2021, quand elle a hérité de ce ministère-là, on a vu déjà avec sa décision de ramener même la dictée qui était... Justement, je parlais tout à l'heure de la dictée. La dictée, donc, qui aujourd'hui, les gens, ensuite de les trois éditions, on sent qu'il y a du sérieux. Et vous savez bien que avec le sérieux qu'on a vu aussi dans comment elle a adressé la question des congés anticipés. Parce que tout cela, c'est ce qui crée un environnement serein pour les élèves et autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres challenges, notamment on insiste sur l'implication des parents eux-mêmes dans l'éducation de leurs enfants. Mais c'est tout à fait normal que les différents pourcentages, les taux de réussite s'accroissent au fil des années. Et justement, Herman parlait de la dictée, nous a rejoint le responsable communication de Aquabaculture. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Voilà, bonsoir, vous êtes monsieur Ndo Louisiano et avec vous, on parlera donc de cette grande dictée dont la finale aura lieu à la Bibliothèque nationale au Plateau. Cela fait partie, en tout cas, de ce grand ensemble quand on parle de succès, justement, aux examens en général. Élisée Boloubeuf, Herman a dit en part croissant. Je le disais, on n'a toujours pas atteint la base des 50%. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Est-ce qu'il y a un engagement de la part des enfants à cet âge? Est-ce qu'ils sont concentrés assez pour étudier et réussir leurs différents examens?
Bon, je pense que le fait de ne pas franchir même la barre des 50%, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Faut, même quand on rentre à une dizaine d'années en arrière, pratiquement une quinzaine, une vingtaine d'années en arrière, de mémoire, nombreuses ne sont pas les années où on a franchi la barre des 50%. C'est dit que le problème est perdu et persiste. C'est ça. Sur la question, moi je pense qu'il faut que peut-être on mène une réflexion beaucoup plus globale sur la nécessité d'entraîner tous les enfants dans l'enseignement général. Moi je pense. Peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'on étudie les profils des enfants lorsqu'ils intègrent déjà le second cycle et qu'on voit si on peut les affecter vers l'enseignement professionnel, l'enseignement technique. Mais bien sûr, qui démontrent déjà quelque part à un certain moment donné qu'ils ont des aptitudes qui peuvent leur permettre de réussir dans des filières de formation professionnelle ou dans des filières de formation technique. Ça ne sert à rien d'emballer tous les enfants dans l'enseignement général, qui est essentiellement théorique d'ailleurs, pour après se retrouver dans des examens qui écoutent la poursuite des études de ces enfants-là et qu'on retrouve souvent à la rue. Non, je pense que ça c'est une réflexion globale qu'il faut mener à mon avis. Deuxièmement, je constate que dans ces résultats qui ont été donnés, la part des succès au niveau masculin est plus élevée qu'au niveau féminin. C'est-à-dire qu'il y a plus de jeunes, de petits garçons qui ont été plus admis par rapport aux filles. Je me dis que quelque part, ça nous interpelle, nous tous, sur la nécessité du fait qu'il faut peut-être encore accorder beaucoup plus d'attention à l'éducation de la jeune fille. Moi, je pense que c'est important. En même temps, il disait pour les chiffres, pour les chiffres, pour les filles, on a 121 885 admis. L'écart n'est pas grand, c'est juste... Et puis, pour les hommes, 123 000, pour les garçons, on va dire. Oui, pour les femmes, c'est soit un taux de 38,90. C'est pas très, le gap n'est pas très... 1700 personnes. Oui, mais quand même, c'est à prendre en considération. Oui, le gap n'est peut-être pas trop grand, comme on le dirait, mais toujours est-il qu'il y a un gap. Voilà une différence. Donc je dis que la question, c'est une interpellation générale. La question de l'éducation de la jeune fille doit être prise vraiment au sérieux, à mon avis, avec beaucoup plus d'engagement. Vous savez, c'est pas du masculinisme ou bien comment je vais qualifier, mais en termes de résilience, je pense que la femme on a beaucoup plus à apporter à la femme pour l'aider à supporter un ensemble d'épreuves qui n'est forcément pas nécessaire quand il s'agit d'un garçon. Pas que le garçon soit abandonné, mais je me dis qu'il y a un peu plus d'efforts à faire d'encadrement. On doit entourer un peu plus la femme pour lui permettre d'atteindre un certain nombre de résultats. Et ça, pour moi, c'est des éléments, des indicateurs qui doivent être pris en compte et qui doivent nous interpeller. Je termine donc en disant que je crois qu'au niveau même de l'éducation de façon générale, ça, c'est une réflexion que je mène depuis un bon bout de temps. Je crois qu'il y a une nécessité, à mon avis, de pouvoir regarder de très près et réformer même le curricula de formation. Moi, je pense que les curricula de formation doivent être revus. C'est le même curricula. Depuis nous, on n'était pas nés. Nos ancêtres ont fait. C'est la même chose. Très bien, Élisée. Après, encore, c'est les mêmes choses. Mais pourquoi? Attends, la société, elle se développe, elle se modernise, elle avance. Mais on est tout en train de faire les mêmes choses. Mais comment on peut obtenir des résultats contraires si on est toujours en train de faire les mêmes choses? Ça, c'est une question. On note ce plaidoyer là. Je pense qu'on fera un jour donc une émission chargée, évidemment, de répondre à ces questions-là. Pascal, juste un commentaire et puis on aura notre invité. Oui, un commentaire rapide sur le BBC 2024 avec ce pourcentage qui frôle les 41%. Moi, mon commentaire, il sera sur ce qui est devenu maintenant invisible, c'est-à-dire que tous les efforts de la ministre pour lutter contre la fraude, maintenant, ce n'est plus un sujet. Ce sont même des sujets périphériques aux examens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que je le disais, on a commencé à estampiller les diplômes, pardon de le dire comme ça, les diplômes Marié-Touconnet, comme les diplômes de la renaissance de notre système d'éducation. Non pas parce que les anciens n'étaient pas bons, mais parce qu'on sortait d'une période tellement difficile et qu'il a fallu les efforts de Mme Claudia Camara, qui a fait sa part du travail. Mais c'était une machine qu'il fallait remettre en route. Donc, il y avait cette machine-là qui s'était grippée, elle l'a remise en route. Le relais a été pris, le relais a été très bien pris. Alors aujourd'hui, l'organisation, ce n'est plus un sujet. La fraude, mais maintenant, quand vous lisez tout de suite, même juste après la fin des examens, vous apprenez qu'on a arrêté tel ou tel individu qui rôdait autour de l'école. C'est des choses qui marchent. Et puis, c'est bien qu'on communique là-dessus parce que ça montre que les sanctions existent et sont appliquées et les parents
commencent à se rendre compte que leur place n'est pas à chercher à avoir des copies corrigées, des copies. Un dernier point, et je m'arrêterai sur celui-là, c'est sur cet effort de proclamation simultané sur l'ensemble du territoire national à 14 heures des résultats. Ça, c'est un signe, un signe de modernité que je voudrais pouvoir apprécier et saluer. Et dire donc que ce BEPC 2024, féliciter les enfants qui sont quand même allés composer dans des conditions climatiques qui n'étaient pas toujours faciles. Et bravo à tous ceux qui l'ont eu. Ceux qui ne l'ont pas eu, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin du monde. Alors, justement, j'ai quand même un petit challenge à les chiffrer. Un challenge avec les chiffres. Rassurez-vous, on va en parler peut-être une autre fois. Mais permettons à notre invité justement de réagir. Moi, est-ce que le challenge ne soit pas trop... Non, c'est pas long. C'est juste, j'ai noté, il y a 245 459 personnes qui ont été déclarées admises. Admises, oui. Dont 121 885 filles. Mais quand je fais le ratio, ça fait 49,66%. On n'est pas de donc taux de réussite chez les femmes et 51,34% de taux de réussite chez les... Or ici, annoncé, oui, dans le document. 90 et 41,52%. Vous voyez bien que quand on fait la somme des deux, ça il y a un gap. C'est à noter et on va rebondir là-dessus, on va dire demain. Merci Herman, merci. Justement, on parle de la dictée revenue à l'école qui donne donc de bons résultats. Votre avis sur le sujet, sur ces résultats-là, et puis on parlera de cette grande dictée initiée donc par Madame Isabelle Kassi, qu'on aurait beaucoup aimé recevoir ici. Mais bon, en même temps, on est heureux de vous recevoir. Elle sera là, elle a eu une contrainte et c'est pour ça qu'elle est absente. Voilà la promotrice de la grande dictée. Voilà. Alors, votre point de vue sur les résultats, et puis on va enchaîner sur les dictées. Mais effectivement, les résultats déçoivent un peu, hein, jusque-là, mais avec ce que nous faisons en partenariat avec nos différents partenaires, je pense que les résultats seront corrects. Les résultats ça s'améliore en fait, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer sur une période de... Vous avez disons qu'au fur et à mesure que nous, prenons... C'est vrai que ça s'améliore. Très bien. Alors parlez-nous un peu de la grande dictée. Pourquoi justement avoir initié cela ? Alors la grande dictée a été initiée justement parce qu'on a constaté comme vous qu'il y avait un déficit effectivement sur la participation de nos petits frères, de nos enfants en matière sur la dictée. Donc c'est pour ça que on a initié ce programme et effectivement il est positif en fait. Donc ça s'améliore et il est clair que avec les années qui passeront, les choses seront de plus en plus correctes. Permettons à Élisée et puis ensuite au Pascal. Moi, je suis intéressé de savoir qu'est-ce qui a motivé l'initiative de la grande dictée. Est-ce parce qu'on a constaté à un certain moment qu'en termes d'expression orale, on sentait un appauvrissement du vocabulaire ou est-ce que c'est parce qu'on s'est dit quelque part que il faut qu'on révolutionne tout ce système? Effectivement, il y avait non seulement un appauvrissement de ce vocabulaire, mais il y avait également... on sentait que nos enfants, ils pas la hauteur pied, en fait. Mais comment ils s'expriment déjà quand vous parlez avec un adolescent? Mais c'est terrible. Ouais. Moi, je ne comprends pas du tout. Les abréviations. Les réseaux sociaux, ça n'a pas arrangé les choses. Les abréviations, ils ont une façon de... Hier, j'étais un peu perdue. On parlait de 1500 francs. Et puis, il a dit quelque chose, mais je ne t'explique pas, je crois. Krika 5 Togo. Chaque génération a ses codes, a son argot. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand ça infiltre autant le système scolaire. Parce que nous, on a eu notre argot, mais... Vraiment, je pense qu'on ne le transposait pas autant dans nos habitudes scolaires ou académiques. Est-ce qu'avec la dictée, on arrive à corriger cela pour rebondir sur la question d'Élisée? On arrive à corriger, effectivement. On demande aux enfants qu'ils fassent attention parce qu'il y a ce vocabulaire qui est employé avec les amis, mais qui est un peu différent quand même de ce qui est dit à l'école et tout ça. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Herman, et puis ensuite ma question, la grande dictée, c'est une tradition depuis des années. Aujourd'hui, est-ce que toutes les catégories en termes de concours de dictée, comme on le voit pour le PGL et autres au Canada, est-ce que toutes les catégories sont intéressées, les minimes, seniors, juniors, enfin, toutes les catégories sont intéressées par, ou bien c'est juste les seniors, parce qu'on voit beaucoup dans les images, la plupart des personnes sont quand même des personnes âgées, sont tenues compte effectivement, tout le monde s'intéresse parce qu'ils sentent qu'il y a un problème, il y a un gap à gagner, donc tout le monde s'intéresse. C'est le ministre. Et voilà. C'est le ministre de la communication. C'est ça. Très bien. Donc on s'intéresse, tout le monde s'intéresse, et c'est pour ça que... Bon, ça, je vais déjà peut-être parler de cette année. Voilà, on est allé
en tout cas à l'intérieur du pays, à l'intérieur, alors que d'avant la grande dictée se tenait qu'à Abidjan. Donc ça. Dans les grandes villes. Dans les grandes villes. Donc et comment on s'inscrit pour participer, justement? Mais l'inscription est facile. Il y a le site Internet. On passe par le site Internet, on s'inscrit et puis bon... Le site Internet, c'est 3 fois... 3 fois W... la grande dictée. Oui, la grande dictée. On va vous le dire. Oui, je suis un peu perdu. La grande dictée, oui, .com. On va arriver à votre Pascal, on va l'aider. La grande dictée.com. La grande dictée.com, c'est ça. Oui. J'ai une question. Alors, les inscriptions ne sont pas encore closes, hein, on est d'accord? Non, pas encore. Donc, je peux m'inscrire? Est-ce que je peux inscrire Est-ce que je peux m'inscrire? C'est la finale. C'est la finale. Ah, c'est la finale déjà? Mais est-ce que de façon exceptionnelle, on peut demander à Isabelle Kassi-Fofana, que je salue ici, qui est toujours dans le livre, qui est toujours dans les initiatives, voilà, des initiatives culturelles, mais vraiment tout ce qui a trait à la culture, au livre, c'est quelqu'un de... Je l'ai vu hier ici dans les locaux de Live TV, je ne lui ai pas dit combien de fois je l'admirais, mais vous lui direz. Donc vous dites que je ne peux plus m'inscrire? Non, mais juste après puisque la finale, c'est dans une semaine. C'est ça. Donc après ça, on va... Vous allez voir. Alors, il y a eu des présélections. Mais plus sérieusement, sur les textes que vous choisissez, j'ai vu que le ministre de la Communication, M. Amadou Coulibaly, tenait le livre de Mariam Abba. Qu'est-ce qu'il tenait? On va revenir en régie, peut-être avec l'image. Alors, c'est sur le choix des textes. Oui. Masséni de Tidiane. Bon, enfin, en tout cas, c'est un auteur africain, ça c'est très bien, de mettre en valeur comme ça notre culture. Et moi, j'espère que vous mettez des mots en langue, des noms compliqués. C'est Masséni de Tidiane Dem. Masséni de Tidiane Dem, voilà. C'est ça. Tidiane Dem, c'est ça. J'espère que les textes... qui mettons les noms ivoiriens. Non, mais je veux dire, j'espère que pour le texte de la finale, Bernard Pivot, qui était à l'initiative aussi de grandes dictées sous d'autres cieux, qui nous a quittés le 6 mai 2024. Donc, avait cette culture-là de mettre des mots très compliqués qu'on ne retrouvait pas. Et moi, je vous vois avec Werewere King et Isabelle Kassi-Fofana. Donc, ce que je disais, c'est que j'espère que vos textes ont de l'envergure, ont du relief et de l'originalité. Ah, ça manque pas. Alors, on sait que c'est la ministre Marietou qui lira la dictée. Est-ce qu'on a l'œuvre? Ah non, si on après, donne l'œuvre, ils vont tricher. C'est après. Oh my God. Et moi, je me suis dit oui, non. Autant faire la dictée sur le plateau pendant qu'on y est. Et puis, OK, moi, je voudrais juste savoir, tout à l'heure, vous avez parlé des partenaires. Oui. Moi, je pense que l'initiative, elle est excellente, honnêtement. Et au regard des enjeux aujourd'hui dans notre société, on ne peut qu'accompagner une telle initiative. Quels sont ceux qui vous accompagnent dans cette initiative? Parce qu'il faut qu'on voie quand même ceux-là et qu'on puisse les applaudir. Parce qu'on voit que c'est des gens quand même qui ont cette volonté-là d'accompagner l'action citoyenne que vous menez en réalité. Mais pour l'instant, c'est là... Je peux donner le nom, hein, c'est allez-y. Sounou, Assurance. Qui a vraiment, elle a compris la chose. Donc... Et ça fait la 5e année qu'elle sponsorise. C'est la seule structure qui vous soutient. Jusqu'à Sounou? Non, c'est Sounou d'abord. D'accord. Il y a le ministre de la Culture, Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie. C'est elle qui lira la dictée parce que elle sera là. Elle sera là, elle va lire. Elle va lire aussi. Il y aura plusieurs lectrices. L'année dernière, elle a lu. Oui. Et puis, bon, elle était partie. Qui va lire cette année? Est-ce la ministre Marietou ou la ministre de la Culture? Françoise Remarque. Oui. Françoise Remarque. Françoise Remarque, très bien. Et puis, bon, il y a quelqu'un d'autre, mais il n'a pas encore confirmé. Voilà, il n'a pas encore confirmé, donc je n'ai pas envie de... Non, allez, c'est normal, c'est normal. Ça dure combien de temps? C'est un texte d'abord, il y a un nom qui, par exemple, le ministre de... Celui que vous avez... De la communication. Il était resté jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Oui. Parce qu'après la lecture, bon, il y a la salle est mise en ambiance. Le temps de corriger. Le temps de corriger. Il a attendu la correction. Voilà, très bien. Donc, on revient sur les partenaires, c'est très important. À part Sounou, il y a d'autres partenaires. Oui, il y a d'autres partenaires. Mais c'est pas grave. Il y a Live TV même, je pense, qui aujourd'hui offre le plateau. Si on met l'affiche, on va lire les partenaires. Il y a Live TV qui est partenaire, ami de la dictée. Herman, question? Ok, je voulais. Non, ça va. On a eu un petit garçon champion du... Oui, c'était au Canada, ouais. Je voulais juste savoir, c'est vrai que là, comme vous l'avez dit, c'est la finale, c'est la grande finale.
Moi, je n'ai pas eu écho vraiment de la dictée, mais je peux vous rassurer que je suis un très grand champion en dictée. Est-ce que c'est possible que bénévolement, on vient de participer. Bénévolement, je puisse venir, tester ma culture, tester mon orthographe et voir si ces exploits que j'ai réalisés à l'époque au CM2 pour éviter les 4 coups pour une faute là sont encore d'actualité. Très bien. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça se passera donc le vendredi 22 à la Fondation Amadou Ampateba à Cocody. Non, c'est pas le 22, c'est plutôt... Samedi 29 juin, je me perds un peu. Oui. Très bien. C'est le 29. Donc, c'est pas ce week-end, c'est l'autre week-end. Et c'est toujours la Fondation Amadou Ampateba non, ça sera... Excusez-moi. C'est pas grave. Alors, c'est le samedi 29. C'est les lunettes qui fatiguent, en fait. Le samedi 29 juin, à la Bibliothèque nationale du Plateau. C'est ça. À partir de, on va dire, 10h. Et combien de candidats vous attendez pour cette grande finale 30. Non, un peu plus de 30 quand même. Oui. Dans 150 par là. 150, 170, 180. Ça peut atteindre 180 parce que nous attendons... Il y a une association là, qui aime bien la dictée. Donc... Et puis nous, les bénévoles, maintenant qui viennent... Ils ne sont pas notés, en fait. Ils sont juste à côté. Ils auront des présents, mais ils ne seront pas parmi ceux qui... Ils auront des présents. Alors, l'idée, en fait, au travers d'un tel projet, je pense qu'Isabelle Cassi veut ramener la dictée au cœur vraiment de tout ce qui est éducation. De la pédagogie. Et bien la pédagogie, parce qu'il n'y a même pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Tout âge, on peut essayer de revoir son niveau, comme Élisée l'a dit. Et on se donne rendez-vous donc le samedi 29 juin à la Bibliothèque nationale au Plateau à partir de 10h. Tout à fait. Voilà. Alors, messieurs, dames, si nous avons terminé, un dernier mot, monsieur. Le premier prix, peut-être vous pourriez dire. L'eau, peut-être, voilà. Oui, alors... Je crois qu'il y a 1 million de francs CFA en premier lot. Il y a 1 million de francs CFA. C'est pas grave, on va vous aider, voilà. 1 million, plus un ordinateur. Voilà, des livres, de nombreux autres lots. Avec 2 millions en valeur. Okay. Le deuxième aura 500 000. Et le troisième, 300 000. Ah ben c'est bien. Mais à côté de ça, il y a pas mal de... Oui, il y a pas mal de des livres, de l'eau en nature. Il y a des livres. Merci beaucoup. Il faut qu'ils lisent et tout ça. Il faut qu'ils s'imprègnent de la dictée, en fait. En fait, pour la lecture. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ndo Louisiano, vous êtes responsable communication de Aquabaculture. Et vraiment, toute notre amitié à Isabelle Cassi Fofana, qui est l'initiatrice de ce grand projet. Le samedi 29 juin, à la Bibliothèque nationale au Plateau. Merci. Merci infiniment. Moi, c'est à 10h. Pascal, Élisée, Herman. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera donc demain par la grâce de Dieu. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Merci.